Bienvenue. Il est 18h. Adieu News Radio, 18h-20h, Confluence, Souleymane Gassama. Michael Brown, 18 ans, abattu de 6 balles, dont 2 dans la tête par un policier à Ferguson, dans l'état du Missouri, aux États-Unis. Charles Ndour, étudiant sénégalais, égorgé suite à des tensions entre communautés à Tanger, au Maroc. Point commun à ces deux histoires, les deux victimes sont noires. Circonstances aggravantes, le mobile du crime semble être le racisme. Que faire quand il bascule ainsi dans l'horreur du crime ? Quelle réaction adopter et quelle politique mener pour le combattre ? Nous discutons du racisme anti-noir à l'aune d'un contexte mondial marqué par de forts replis identitaires et surtout dans un contexte français de banalisation de la parole raciste. Qui mieux donc pour en parler que celle qui dédie sa vie jusqu'à présent à la lutte contre les discriminations des minorités en France ? Rokhaya Diallo est notre invitée dans Confluence et devinez quoi ? C'est tout de suite. Confluence. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Confluence, l'émission qui traite les sujets du monde avec pertinence et qui les maltraite avec impertinence. Vous retrouverez en seconde partie de l'émission notre traditionnelle guillotine. À la barre cette fois, Karim Ouad. Et quelques commentaires pour revenir sur son procès. Bienvenue chers auditeurs et merci d'écouter Confluence. Avec moi pour mener la discussion, ils n'ont pas pris une ride, toujours aussi acerbe et bienveillant. Je ne crois pas trop m'avancer en disant que c'est un futur écrivain, Mbougar Sarr. Mbougar, bonsoir. Bonsoir. Il sera avocat à la fin de l'année, il s'appelle Mamadou Gako. Gako, bonsoir. Bonsoir, M. Gassama. Il aime les livres et ne leur pardonne aucune faiblesse, Lamine Faye, que nous appelons ici affectueusement Lynx. Lynx, bonsoir. Bonsoir, M. Gassama. Passionné de nouveaux médias et de musique, Ibrahim Alou, Iboulo, bonsoir. Bonsoir. Mais pour commencer, notre invité fil rouge qui sera à notre compagnie malgré cette rentrée très chargée et que nous remercions pour cela, pour nous entretenir de la question délicate et pourtant très actuelle du racisme. Rokhaya Diallo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Sacrifions une tradition à Confluence. Le portrait de l'invité d'abord. Qui est Rokhaya Diallo ? Mbougar, on me souffle que vous avez des éléments de réponse. Vous savez quoi, nous sommes preneurs. Des éléments de réponse, oui, mais que ce fut difficile, j'ai dû aller au fond d'Internet pour trouver des informations sur Rokhaya Diallo. Alors, Rokhaya Diallo, vous êtes française, appartenant à la race noire, paraît-il, née en 1978, de parents sénégalais et gambiens. Ce qui fait de vous la deuxième personnalité d'origine sénégalo-gambienne la plus connue, derrière Moussa Ngom. Grand chanteur. Exactement. Vous êtes essayiste, journaliste, chroniqueuse, consultante, réalisatrice, tout cela mis au service d'un inlassable activisme associatif. Diplômé en droit et en marketing, vous préférez, au lieu d'aller gagner de l'argent comme tout le monde et de vous foutre du monde, défendre les minorités persécutées, les blancs, les riches, les juifs, etc. Oh. Vous militez au sein de nombreuses associations antiracistes, écrivez des livres, réalisez des documentaires, et en 2009, vous vous retrouvez à intervenir sur la matinale de Canal+, alors que tout le monde sait que vous convoitiez avidement le poste de Miss Météo. Mais on vous recale, Rokhaya Diallo, parce que vous parlez trop vite. Toute cette débauche d'activisme vous vaut en tout cas, en 2013, d'être classé par le magazine Slate à la 36e place des 100 françaises les plus influentes, entre le 95D de Nabila et la blondeur peroxydée de Zaya. Bien fait pour vous, ça vous apprendra à être si engagé. Mais comment, Rokhaya Diallo, parlant de vous, ne pas mentionner cette date du 13 novembre 2008 ? Ce jour-là, lors d'un débat, Éric Zemmour, levé de la mauvaise jambe, la jambe droite, l'extrême droite, essaie de se faire les dents sur vous. Il se les casse et vous devenez la réincarnation de Rosa Parks. Je ne dirai aucun mot sur votre singulière coupe de cheveux,
Mais je vous précise qu'il y en a quelques-uns qui l'aiment beaucoup sur ce plateau. Alors, Rokhaya Diallo, pour finir, j'aimerais vous poser 5 petites questions. 4 pour terminer cette chronique. Est-ce que vous acceptez? Bah oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Alors, Rokhaya Diallo, si vous étiez une personnalité raciste à travers l'histoire, Il y en a beaucoup. Hein. Enfin, je sais pas si je serais moi. Enfin, je ferais pas le choix d'incarner une personnalité raciste, mais des personnalités racistes dans l'histoire. Je peux citer par exemple Jules Ferry, que je n'aimerais pas être, mais qui en était une. Parfait. très bien. Alors, deuxième question, on va faire des Yabon Awards comme vous en faites. Alors, je vais vous donner 3 phrases racistes et vous choisirez laquelle, selon vous, est la plus nauséabonde, comme on dit. Alors, D'accord. première phrase. Pour une fois, je me suis mise à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. Guerlain. Deuxième phrase. Je préfère la voir dans une branche plutôt qu'au gouvernement. Anne-Sophie Leclerc. Parlant de Christiane Taubira. Et troisième phrase. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille, rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. L'inénarrable Jean-François Copé. Alors, parmi ces 3 phrases, quelle est votre préférée, entre guillemets? Bah, c'est difficile de donner un ordre. Hein. Après, la plus explicite et scandaleuse, c'est celle qui donne Sophie Leclerc, qui imagine davantage Taubira accroché à un arbre que dans un gouvernement. Maintenant, si on doit jauger par rapport aux responsabilités des auteurs des phrases, je pense que Jean-François Copé, qui était à la tête du deuxième parti de France, qui de manière délibérée émet aussi ce qui s'est avéré être un mensonge, c'est aussi grave. Et encore une fois, Guerlain, enfin, moi j'ai du mal à classer par ordre de gravité les différents propos, donc je les mettrai ex aequo. Ça vous honore. Merci Mbougar, merci pour ce portrait de Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo, l'actualité n'est malheureusement pas très gaie. Que vous inspirent les 2 drames de Ferguson et de Tanger, Michael Brown et Charles Ndour, tués parce qu'ils étaient tout simplement noirs? En fait, moi, ce que nous montrent malheureusement ces 2 drames, c'est la banalité de la criminalité raciste. Hein. Michael Brown a été victime d'un crime policier, mais ce n'est pas le seul aux États-Unis. Des centaines d'autres personnes avant lui l'ont été. Il s'est trouvé que ça a fait un écho extrêmement violent auprès de la population de Ferguson et que ça a donné lieu à des émeutes et à des révoltes. Maintenant, c'est quelque chose de malheureusement encore trop banal aux États-Unis. Et l'étudiant que vous avez cité qui a été décapité, si je ne m'abuse, à Tanger, eh bien, il fait aussi suite à une liste aussi d'autres personnes noires, notamment d'origine subsaharienne, qui ont été victimes de violences racistes au Maroc ces dernières années. Donc, moi, je mettrais ces 2 crimes en perspective avec malheureusement l'impunité qu'occasionne ce type de comportements brutaux et violents et qui devraient être sanctionnés, alors que ça n'a pas été le cas à Ferguson. Je ne connais pas les suites de ce qui s'est passé au Maroc, mais en tout cas aux États-Unis, que ce soit Michael Brown, que ce soit le meurtrier de Trayvon Martin, qui n'était pas lui un policier, donc qui a tué un adolescent noir aussi parce qu'il a cru que c'était un délinquant. Et bien on voit bien que finalement on peut tuer des noirs sans risquer quelque part d'être sanctionné par la justice. Oui, mais le relatif silence de la communauté internationale, qu'est-ce que ça vous inspire? Disons que Ferguson, moi je trouve qu'on en a beaucoup parlé en France. Si je dois me placer dans une perspective française, je trouve que c'était assez même choquant de voir à quel point on pouvait parler des crimes racistes, des crimes policiers racistes aux États-Unis et faire silence sur ce qui se passait en France. Il y a 9 ans, il y a 2 adolescents, un qui était noir, l'autre qui était d'origine maghrébine, qui sont morts dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Oui, et après cela, il y a eu des révoltes comme jamais il y en a eu en France depuis la Commune. Pendant plus de 3 semaines, les gens sont révoltés dans toute la France, dans les quartiers populaires, pour protester contre les violences policières, dont beaucoup étaient motivés par des raisons racistes. Donc Zied, Bena, Bouna Traoré sont morts à cause de la négligence qui était faite par certainement des préjugés racistes. Donc moi je trouve qu'il y a eu un écho très fort de Ferguson en France. Malheureusement, ça ne nous a pas donné l'occasion de nous interroger et d'interroger le phénomène raciste
raciste quand il s'exprime dans nos frontières, dans l'Hexagone notamment. Oh, l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est une espèce de lépreux. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. C'est une très bonne transition parce que ce qui nous intéresse, c'est le racisme en France. Cette introduction nous servait tout juste de passerelle pour parler de ce racisme anti-noir en France. Est-il fondé de penser, comme on le dit très très souvent, dans les médias par exemple, que le racisme augmente en France? Non, je dirais pas qu'il augmente parce que c'est un peu difficile, c'est toujours assez difficile à quantifier. Je pense que si on fait un état des lieux de l'opinion entre aujourd'hui et il y a 50 ans, à l'évidence, les gens sont moins racistes aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 50 ans. Ils n'ont pas la même perception des minorités. Ils en connaissent souvent, les gens connaissent davantage les gens issus de minorités. Il y a énormément de Français aujourd'hui, notamment de ma génération et plus jeunes, qui ont grandi dans des écoles où il y avait des gens d'origine maghrébine, des gens noirs, etc., ce qui n'était pas le cas de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc il y a une différence d'appréciation par contre de la minorité en France. Maintenant, ce qu'on peut noter, c'est que s'il diminue, il n'a absolument pas disparu et il est extrêmement présent, notamment dans le discours politique. Et c'est ça qu'on peut noter, c'est-à-dire qu'un parti d'extrême droite, le Front National, qui est extrêmement marginal dans les années 70 et aussi au début des années 80, s'est imposé pour avoir la première place aux dernières élections, les élections européennes. Et enfin, on peut dire que le discours raciste, en tout cas dans le discours politique français, est devenu un argument qui permet de rallier les voix des électeurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas de contradiction à dire que le racisme n'a pas augmenté alors que dans les années, par exemple, 50, le FN n'était pas crédité de scores aussi affolants qu'aujourd'hui? Je trouve que ce serait quand même bizarre de dire qu'aujourd'hui, en 2014, il y a plus de racisme qu'à l'époque coloniale. Enfin, ce serait un peu... Non, pas l'époque coloniale, on ne remonte pas aussi loin. Parce que, d'autant plus que je suis fille de Sénégalais qui ont vécu la période coloniale, et ce qu'ils me racontent du Sénégal à l'époque des années 50 est sans commune mesure avec ce à quoi je peux être confrontée aujourd'hui. Donc pour moi, c'est différent. Après, effectivement, le Front National n'avait pas les mêmes scores, mais c'était l'ensemble de l'échiquier politique qui était favorable à ce que un certain nombre de personnes, en raison de leur couleur de peau, de leur provenance géographique, au moins soient considérées comme ayant un statut inférieur, ayant un statut d'indigène, etc. Donc c'est en ça que moi je peux pas aujourd'hui dire qu'en 2014 la France est plus raciste qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sachant qu'en années 50 on était quand même quelques années après la Shoah, qui est un des génocides les plus importants qu'ait connu l'humanité. Donc c'est difficile de dire qu'aujourd'hui c'est pire qu'il y a 60 ou 70. Moi ça me semble pas très juste. Maintenant, la différence qu'il peut y avoir aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les enfants des indigènes, les enfants et les enfants des indigènes, ce sont des Français aujourd'hui à part entière, et leurs aspirations peuvent être effrayantes pour des Français qui sont encore pétris dans des préjugés post-coloniaux. Et c'est ça, la virulence, elle vient davantage de la peur, du fait que des gens comme moi ou d'autres occupent des positions qui avant étaient réservées à des personnes blanches, et c'est ça la virulence. Mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est possible, on a plus de possibilités que nos parents et que nos grands-parents, que la réaction est plus forte qu'autrefois, parce que tant que les Arabes et les Noirs étaient femmes de ménage et ouvriers, les problèmes étaient moindres. Oui. Ils étaient à leur place quelque part. Aujourd'hui, les aspirations sont différentes. Il y a des gens qui veulent entrer dans l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont au gouvernement, et ça, vous avez cité l'exemple de Taubira, mais on a aussi notre ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui fait l'objet d'une campagne raciste venant de la droite et d'extrême droite. Eh bien, c'est parce qu'elle est ministre. Si elle était une simple, employée qui n'avait pas une telle visibilité, eh bien les gens ne déchaîneraient pas de manière aussi agressive à son égard. Oui. Y a-t-il une démission chez les politiques ou un manque de volonté réelle dans la lutte contre le racisme, à votre avis? Oui, je pense qu'il n'y a absolument aucune volonté politique de lutter contre le racisme de la part du gouvernement actuel. François Hollande avait fait un certain nombre d'années. C'est terrible ce que vous dites pour un gouvernement de gauche. Pour le faciès notamment, et d'accorder le droit de vote aux résidents étrangers non communautaires. Il n'a rien fait de tout cela, et depuis qu'il est élu, François Hollande, qui est quand même un président de gauche après 10 ans de droite, depuis qu'il a été élu, il n'y a aucune mesure qui a été annoncée pour lutter contre le racisme, alors qu'on sait qu'en France, le racisme s'exprime partout et de manière importante. Donc non, il est clair qu'il n'y a pas de volonté politique
et pas d'intention d'agir en ce sens. Oui, mais parlons d'un volet judiciaire. Ce qui frappe, c'est l'impunité lors des actes racistes contre les Noirs. Les blagues faites sur un ton potage font presque sourire. Que peut faire la justice contre le racisme? Mamadou Gako, vous avez plongé le nez dans les textes, des textes très très difficiles très souvent. Que nous disent-ils? Alors, je vais commencer par faire référence à une affaire qui concernait directement notre invité. Rokhaya Diallo, le 24 janvier dernier, un individu qui avait appelé sur Twitter à votre viol a été condamné à une peine d'amende pour injure et provocation non suivie des faits. Selon cet individu, une telle action, donc le viol, aurait eu pour effet de mettre fin au racisme. Nous ne reviendrons pas sur les vertus supposément antiracistes du viol qui relèvent au mieux d'une pure spéculation. Nous ne reviendrons pas non plus sur l'incroyable capacité du condamné, similaire à celle de Nadine Morano, à écrire autant de stupidités en moins de 140 signes. De quoi nous parlerez-vous donc? Notre propos porte plutôt sur l'appréhension par le droit et la justice du discours raciste. On retrouve ici la tension classique entre l'obligation pour l'État, d'une part, de protéger la liberté d'expression et d'autre part, d'assurer l'égalité des citoyens. Comment cette tension se manifeste-t-elle lorsqu'il s'agit de propos racistes? Alors, si la liberté d'expression est une des pierres angulaires de toute société démocratique, l'expression de propos racistes menace la dignité et la liberté des personnes visées. La protection de tels propos peut par conséquent créer entre les individus une inégalité fondée sur leur appartenance raciale. Face à cette tension, quelle est la solution choisie par le droit français? Alors, entre les deux extrêmes de cette ligne de tension, le droit français a choisi une position plutôt intermédiaire en accordant une large protection à la liberté d'expression tout en prohibant tout discours injurieux et raciste. C'est d'ailleurs dans cette logique qu'une peine d'emprisonnement que d'aucuns ont jugé sévère a été prononcée contre une élue FN, Anne-Sophie Leclerc, qui avait comparé Mme Christiane Taubira à un singe. Alors, tous ces éléments me conduisent, Rokhaya Diallo, à vous poser cette première question. Pensez-vous que la répression pénale permet de lutter efficacement contre le discours raciste? Je pense que c'est un élément de lutte, mais c'est pas seul. Moi, ce que je crois, c'est que je crois en premier lieu, moi, au débat et au contre-discours. Je crois que ce qui est important, c'est que l'espace public soit occupé par des voix contradictoires qui permettent de submerger, en tout cas de contester les discours racistes quand ils sont propagés. Après, effectivement, quand on dépasse les limites de la loi en étant dans l'incitation criminelle, que ce soit raciste ou sexiste, en l'occurrence, ce que l'appel au viol, c'est aussi sexiste. Hein. Si j'étais un homme, même si j'avais été exposé à des choses racistes, on n'aurait certainement pas appelé à me violer sur Twitter. Donc c'est quelque chose qui est aussi lié à ma condition féminine. Donc effectivement, la sanction judiciaire est dissuasive et je crois que ce jeune homme ne sera pas, à mon avis, à nouveau surpris à s'exprimer de la sorte sur un réseau social. Mais malgré tout, moi je suis pas, contrairement à la position qui est celle du gouvernement aujourd'hui en France, je ne suis pas favorable à une répression, en tout cas par anticipation. Moi je pense que tout le monde doit pouvoir s'exprimer, que sur la base de l'expression, on peut effectivement saisir la justice et porter plainte, attaquer, sanctionner quand il y a lieu, mais je crois surtout que les voix progressistes, les voix divergentes doivent avoir un espace pour s'exprimer et s'organiser pour contrecarrer ce discours qui prend énormément d'espace sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'extrême droite est particulièrement performante sur Internet, et beaucoup plus que les voix opposées. Donc c'est, à mon avis, l'enjeu est là. Et après, effectivement, sur la question de la répression, en tout cas la prise en charge républicaine de ces propos, il y a une question de moyens. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en France, les policiers et gens qui sont en charge de traquer les propos racistes exprimés sur Internet sont très très peu nombreux et que les magistrats ne me semblent pas très très bien formés pour appréhender le phénomène tel qu'il s'exprime aujourd'hui. Donc tout ça, à mon avis, c'est aussi une question de moyens, et la volonté politique s'exprime à travers les moyens qui sont ceux qui sont mis dans la lutte contre l'expansion de ces propos-là. Une deuxième question, Gako? Oui, effectivement, vos propos me mènent à une deuxième question qui est finalement ce que vous nous dites, c'est que la répression pénale, c'est une solution de facilité et que finalement, c'est une sorte d'échec des pouvoirs publics à lutter efficacement contre le racisme. Disons que la répression pénale, pour moi, c'est un outil.
Maintenant, si les gens expriment ce genre de propos sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a des gens qui sont aussi des leaders d'opinion, qui ont accès aux médias, à des médias autrement plus puissants et qui expriment des propos similaires, voire pire. Donc, leur responsabilité, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut aussi. On a des éditorialistes très en vue, des ministres, des parlementaires qui ne se gênent pas, parmi ceux que vous avez cités notamment tout à l'heure, pour exprimer des propos racistes. On ne peut pas attendre des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux qu'ils soient davantage mesurés qu'eux. Donc l'exemplarité, elle vient aussi d'en haut. Et l'inspiration, elle vient aussi parfois d'en haut. Donc moi, c'est plus à ça que je suis attentive. Maintenant, la répression, je pense qu'elle compte, mais que pour moi, la priorité, elle doit être investie dans la production d'un discours contradictoire. Et je trouve que c'est même intellectuellement beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant même, de produire un discours différent pour contester cette parole-là. Oui, Rokhaya, il faut prendre en considération le contre-argument que pose l'anti-antiracisme, porté par ce qu'il est convenu désormais d'appeler les réacs. Mbougar, est-ce que les antiracistes n'ont pas conduit finalement au si redouté émiettement communautaire en France? Exactement, c'est que j'ai une question pour vous, Rokhaya Diallo, mais qui sera d'abord précédée d'un constat sur le mot de communautarisme. Je sais que vous n'aimez pas trop le mot parce qu'on vous le ressort systématiquement dès que vous dénoncez le racisme, et ce mot communautarisme est devenu un réflexe dans la bouche d'Éric Zemmour, de Robert Ménard ou encore de responsables politiques comme Florian Philippot. Toutes ces personnes vous accusent de faire du racisme un fantasme que vous entretenez en vous plaçant toujours dans la perspective de logique communautariste. Personnellement, je trouve le procédé d'une mauvaise foi absolue, d'autant plus que ce sont ces mêmes personnes qui parlent après d'un racisme anti-blanc, donc qui font donc des blancs une communauté. Mais le fond du débat est intéressant, car le communautarisme semble être devenu aujourd'hui l'enfant renié des débats autour du racisme. D'une part, le racisme ou ce qui peut s'y apparenter s'exerce toujours contre une certaine population qu'il indexe, stigmatise, interpelle comme communauté. Mais d'autre part, j'ai l'impression que de plus en plus, la lutte contre le racisme n'a un sens qu'à travers l'idée d'une communauté qu'on défend. Et la preuve, c'est que certaines associations qui étaient supposées au départ chapeauter la lutte antiraciste, qui étaient par exemple SOS Racisme, ont fini par perdre de l'audience et de la puissance. Et au contraire, certaines autres associations comme le CRAN ou la LICRA ont pris de l'importance, sachant que ces deux autres associations sont plutôt spécialisées, l'une dans la lutte contre le racisme anti-noir et l'autre contre les actes antisémites. Donc, dès qu'il est question de communautarisme, on se rejette la balle. Vos adversaires vous accusent de céder à la tentation d'un communautarisme qu'ils ont contribué pourtant à créer. Le cercle devient donc assez vicieux. J'ai donc une question simple. Quel est, Rokhaya Diallo, votre rapport à cette notion de communautarisme dans votre lutte antiraciste? Est-ce que vous assumez cela? Est-ce que vous rejetez le communautarisme? Et finalement, n'avez-vous pas peur de devenir l'égérie d'un combat non plus universaliste ou universel, mais communautaire? N'avez-vous pas peur d'être emprisonné dans ce carcan-là? Alors, la première chose, c'est que la LICRA n'est pas spécialisée dans l'antisémitisme, dans la lutte contre l'antisémitisme, pardon. À la base, effectivement, c'est la LICA qui a été créée au XXe siècle, qui était la Ligue de lutte contre l'antisémitisme, mais aujourd'hui, c'est la Ligue de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc elle prend aussi en charge les actes racistes qui ne sont pas antisémites. Pour ce qui concerne plusieurs choses. Pour ma part, je ne crois pas ne m'être exprimée que contre le racisme anti-noir. Il me semble que Les Indivisibles, c'est une association qui s'est beaucoup exprimée dans l'islamophobie, dans le racisme contre les Roms. Moi, dans mon expression publique, je n'ai jamais réservé mon indignation au racisme anti-noir, pour ce qui me concerne. Si je réponds à votre question sur communautarisme, moi, c'est un mot que je rejette parce que on confond totalement communautaire et communautariste, dans le sens où un projet communautariste, ce sera un projet séparatiste. On doit s'en tenir à la lettre du mot qui consisterait pour des communautés à vouloir vivre en autarcie, en tout cas de manière détachée par rapport au groupe majoritaire. Or, une association comme le CRAN, ce qu'elle demande simplement, c'est que soient appliquées les règles républicaines aux groupes discriminés qui sont pour eux, pour leur part, les Noirs de France. Voilà, moi, ce que je réponds à cela, je ne me sens pas enfermée dans la mesure où voilà, les gens. Mais on vous le reproche, Rokhaya Diallo, on vous le reproche. Si on regarde, si on regarde par exemple mon fil Twitter,
j'ai réagi lorsque Zara, la semaine dernière, a fait un pyjama rayé avec une étoile jaune, autant que j'ai réagi à la pub d'Annette qui effectivement se moquait d'une famille noire qui était déguisée en animaux de la jungle. Oui. Et si on doit vraiment parler de communautarisme en France, pour moi le seul communautarisme qui produit des effets tangibles et visibles, c'est le communautarisme blanc et masculin. Si effectivement on regarde l'Assemblée nationale, on regarde les patrons du CAC 40, on regarde tous les cercles de pouvoir, ce qu'on constate, c'est que ce sont toujours des hommes blancs, quinquagénaires, qui concentrent entre eux et qui se refilent effectivement les positions valorisantes et les positions de pouvoir. Donc là effectivement, moi je vois quelque chose à dénoncer. Mais c'est pas les minorités qui s'organisent dans des réseaux de solidarité pour résister à une oppression, à une domination. Je trouve que c'est la moindre des choses. Oui, moi je n'ai entendu personne accuser des femmes féministes d'être communautaristes, et pourtant 95 voire 99% des féministes sont des femmes, et c'est malheureux en fait, plutôt que les hommes ne s'intéressent pas au féminisme au point de s'y investir. Donc moi, j'ai pas de problème avec le fait que les groupes qui sont opprimés s'organisent pour résister face à une oppression qui les dépasse et qui les mine quelque part. Mais est-ce que c'est pas un argument un peu facile de dénoncer en quelque sorte la coloration blanche de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est pas la même chose au Sénégal ou dans d'autres pays par exemple, où on assiste à ce même phénomène? Oui, mais c'est très différent. Au Sénégal, déjà, je pense que tous les gens qui sont des emplois... Moi, je ne sais pas quel est le pourcentage de Sénégalais, vraiment citoyens sénégalais qui ne sont pas noirs au Sénégal, mais je pense que c'est pas du tout les mêmes proportions qu'en France. Je pense pas qu'il y ait autant de Sénégalais non noirs qu'il y ait autant de Français non blancs. Et je pense, encore une fois, je pense pas qu'au Sénégal, le fait d'être blanc soit un désavantage. Vous connaissez beaucoup mieux le Sénégal que moi, mais il ne me semble pas que la couleur de peau blanche procure des désavantages aux gens qui la portent. Au contraire, j'ai plutôt le sentiment que, en moyenne, les blancs qui vivent au Sénégal sont plus riches que les noirs qui vivent au Sénégal, et même s'ils sont sénégalais, même s'ils sont dans leur pays. Donc, c'est absolument pas comparable avec la position des hommes blancs français qui sont dans des positions dominantes et qui s'organisent pour faire en sorte que aussi bien les femmes, les jeunes, les non-blancs n'accèdent pas au pouvoir. Alors, ils le font de manière plus ou moins consciente, mais le résultat est là, et on voit bien aujourd'hui, moi, il ne s'agit pas de porter des accusations individuelles, mais vraiment de pointer du doigt un système qui consiste à organiser le pouvoir au bénéfice d'un groupe qui est toujours le même. Mais cette question rejoint la remarque de Mbogart sur le fait qu'on vous reproche de faire du racisme un fantasme. Donc, grosso modo, de laisser un peu en rade le fait que ça peut conduire aussi sur un racisme anti-blanc, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je comprends pas en fait ce qu'on veut dire par racisme anti-blanc. Le racisme, c'est un système de domination. Donc effectivement, il y a des actes anti-blancs que je dénonce et que je trouve déplorables. Maintenant, en France, le fait d'être blanc, c'est pas un désavantage. Moi, j'ai jamais vu aucun blanc être rejeté, ne pas avoir un appartement ou un emploi à cause de sa couleur de peau. Et aujourd'hui, le fait d'être blanc, ça reste un privilège dans le sens où si demain un arabe ou un noir n'a pas d'emploi, n'a pas d'appartement, ça se fait au bénéfice d'une personne blanche. Et quelles que soient les qualités morales de cette personne, eh bien, elle tire un bénéfice du fait de sa couleur de peau. Donc, on ne peut pas comparer des actions individuelles contre des blancs qui sont, je le répète, condamnables à une organisation sociale qui se fait contre des minorités. Donc, le contrôle aux faciès, les propos des personnalités publiques racistes ne s'expriment jamais contre des blancs. Donc, je n'ai jamais entendu quelqu'un à la télévision, un arabe ou un noir, tenir des propos anti-blancs. Je n'ai jamais entendu ça. En revanche, l'inverse est extrêmement fréquent. Donc je trouve que c'est un peu comme quand on parle des hommes battus, alors que la plupart des gens qui meurent sous les coups d'autres personnes, des personnes d'un autre genre, ce sont des femmes. C'est absolument pas comparable. Le sexisme s'exerce en premier lieu contre les femmes, et les viols sont exercés en premier lieu contre des femmes. Donc s'il y a des hommes qui sont violés, c'est absolument grave et déplorable, mais le sexisme, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer du côté, dans la perspective féministe. Ils n'ont pas les mêmes références que vous, Alain Finkielkraut, Zemmour, le FN par exemple, mais parlons du terrain des idées. La désacralisation du racisme semble y opérer de manière tout à fait efficace. Rokhaya Diallo, vous avez fait un livre, Le racisme, mode d'emploi, publié en 2011 aux éditions Larousse. Pourquoi avoir écrit ce livre? Quelle était l'urgence? Alors, pour vous dire la vérité, c'est le philosophe Vincent Cespedes qui dirigeait la collection, que j'ai rencontré sur un plateau de télévision, qui m'a proposé d'écrire dans sa collection de philosophie parce que, lors du débat, il m'a écouté et il m'a dit qu'il avait le sentiment que j'avais un propos
peut-être un peu différent de ce qu'on entendait, sans doute pour des raisons générationnelles, mais en tout cas qu'il avait envie de m'entendre sur le racisme de manière plus étendue. Ça s'est fait comme ça, et c'est comme ça que j'ai pu publier ce livre chez Larousse. Et pour moi, c'était important effectivement de poser un regard sur le racisme, sur la France des années 2010, 2011 à l'époque, tout simplement en réinterprétant. Je ne suis pas allée chercher très loin, je me suis appuyée évidemment sur les écrits de Fanon, de Malcolm X, de Sartre, d'Angela Davis, de Christine Delphi, de gens comme ça, pour parler du racisme d'aujourd'hui. Donc je n'ai pas vraiment inventé grand-chose, simplement j'ai essayé de montrer de quelle manière le racisme s'exprimait en France aujourd'hui. Eh bien, justement, Lynx l'a lu pour nous. Quel est l'apport de ce livre, Lynx, au débat sur le racisme? Concrètement, sur votre respect, Madame Diallo, à part un extrémisme assez antiracisme, ce livre n'apporte pas grand-chose à l'antiracisme, selon moi. Vous vous placez du côté de celui qui n'a pas peur du racisme, mais de celui qui la maîtrise, celle qui la maîtrise, qui dit qu'elle l'a compris. C'est ce qu'indulgemment, mais fermement, vous tentez de faire en allant plus loin dans la rationalité. Vous prétendez dépasser le vil instinct primaire et décliner les formes que peut prendre le racisme. Presque tout y passe, et toutes les manifestations connues du fait raciste y sont brossées. Mais brossées seulement. Car en tentant d'englober toutes les formes de racisme dans un précis raciste, vous vous enfermez dans une assez vaste généralité, une assez vaste dispersion. Et votre logique est le plus froid des couperets qui s'abat sur le coup des racismes que nous sommes tous, selon vous. Ce livre nous dit explicitement ne pas être un manuel antiraciste. D'ailleurs, il y a de rares exhortations qui y figurent. Mais alors, quelle est sa qualité? Un précis, un pense-bête, une liste exhaustive de preuves destinées à convaincre que nous sommes tous racistes? Ceci est d'autant plus loufoque qu'on se met à égrener au fil des pages le nombre de comportements racistes qu'on a l'habitude d'adopter, à chercher à établir pour soi-même un score, un degré de racisme à l'aune de votre liste. À se chercher une constante justification pour ne pas s'assimiler aux catégories que vous décrivez. On se surprend à penser, mon Dieu, heureusement que je n'en fais pas partie, en s'accrochant aux nuances dont vous teintez votre propos. Et puisque c'est un manuel, inutile d'y chercher la moindre trace de style. On parlerait même d'anti-style, tant les tournures maladroites y foisonnent. Si l'humour est quand même très très présent dans le livre, si l'on prend du plaisir à lire, à rire, à se moquer, à s'indigner avec l'auteur, on ne trouve malheureusement pas de plaisir à la lire, au sens de se délecter de son style. Mais ce n'est peut-être pas, après tout, ce que Madame Diallo, ce que vous cherchez à nous faire passer, mais plutôt à nous communiquer l'idéalisme dont est teinté votre propos. L'idéalisme que je vous reproche ainsi est de vouloir forclore toute analyse racialisante. Autrement dit, en prétendant empêcher un instinct, c'est-à-dire par exemple à vouloir empêcher un être humain qui voit les Noirs s'agglutiner au KFC raisonner autrement que par une racialisation, vous abandonnez à un idéalisme qui ne sert pas l'antiracisme, mais lui donne des armes trop complexes pour être efficacement manipulées. Et ce livre finalement, mon Lynx? Mais finalement, j'ai aimé ce livre, non pour son style, ni encore pour l'exhaustivité de son précis, mais pour son intention, pour son idéalisme et sa naïveté assumée. Pour ce qu'il prend un sujet aussi galvaudé que le racisme, où tout acteur, pour s'y exprimer, doit assumer son statut de prolétaire noir de gauche, l'assume du haut du statut de l'auteur et prétend l'investir, la rationaliser et l'indexer. On lui reprocherait même presque un manque de conséquence qu'immédiatement après, son courage au sens le plus propre l'excuse. À d'autres peut-être de continuer ce que vous avez peut-être maladroitement entrepris. Alors, que pensez-vous de cette critique de votre ouvrage? Écoutez, ce que j'ai compris, c'est que vous n'étiez pas d'accord avec un certain nombre de choses que j'ai écrites. Je ne peux pas vraiment développer sur chaque point parce que j'ai pas pris de notes, etc. Je l'entends complètement. Moi, j'inviterais vos auditeurs à se faire un avis en lisant le livre, tout simplement. Moi, j'ai écrit ce que je pensais. Vous partagez un avis qui est différent et c'est tout à votre honneur. Vous l'avez développé de manière très explicite. Et voilà, moi, j'invite les gens à lire le livre et à se faire une opinion personnelle. Voilà. Donc après, sur la question de racialiser, paracialiser, enfin, j'entendais pas très bien malheureusement, donc c'est un peu difficile pour moi de suivre. Mais je sais
vraiment, je ne sais pas quoi répondre d'autre que ce que j'ai déjà écrit. Donc voilà. Mais c'est parfait. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à se faire leur propre opinion en achetant le livre. Une dernière question, une toute dernière, et on vous libère, Rokhaya. L'une de vos singularités, c'est une présence très active dans les médias et les réseaux sociaux. Vous avez récemment commis Les réseaux de la haine, un documentaire qui a eu un grand succès. Cette activité médiatique est décortiquée pour nous par Iboulo. Et il vous pose une question après et c'est fini. De présence sur les réseaux sociaux, vous avez été ciblé par un appel au viol publiquement lancé sur Twitter. Frappé par cette violence, vous avez décidé de porter plainte et de partir à la rencontre de celles et de ceux qui sont quotidiennement confrontés à la haine sur Internet. Qu'il s'agisse de personnalités publiques comme Audrey Pulvar, Christine Boutin ou d'anonymes harcelés par des centaines de messages, votre documentaire produit par Mélissa Thériault tente de comprendre les leviers de la violence qui s'expriment parfois sur les réseaux sociaux. Cette enquête vous mène auprès des associations de lutte contre la discrimination, de la police d'investigation, mais aussi des défenseurs de la liberté. Ce qui m'a mené à la question suivante. Quand on intervient régulièrement sur des sujets aussi épineux, sur des sujets identitaires, quand on est à des milliers de tweets par jour vous mentionnant, est-ce qu'en fin de compte, on ne participe pas à l'alimentation de ces réseaux haineux? Et deuxième question, n'avez-vous pas peur de voir votre vision de la réalité biaisée par le virtuel à un point de penser que tout le monde est en fin de compte raciste? Pas du tout. Enfin, je sais pas si vous suivez mon fil Twitter, mais j'ai des relations sympathiques avec la majorité des gens avec lesquels je suis en interaction, donc j'ai absolument pas l'impression de déformer la réalité. Je mets le focus effectivement quand c'est grave. Votre juriste a rappelé les barrières légales qui avaient été franchies par le tweet contre lequel j'ai décidé de porter plainte. Mais de manière générale, si j'avais le sentiment que tous les tweetos étaient racistes, je ne serais pas sur Twitter. Or, quiconque se rend sur mon fil et voit les discussions que je peux avoir avec les gens se rend bien compte que je n'ai pas glissé dans une paranoïa qui consiste à faire croire que tout le monde est raciste. Après, évidemment, je pense que contrairement à ce que disait votre chroniqueur littéraire, nous sommes tous imprégnés par une idéologie raciste parce que nos sociétés se sont forgées sur une histoire esclavagiste, coloniale, et qu'on a tous ces préjugés qui sont liés à ça, et c'est un travail de les déconstruire. Et moi, je m'inclus dans ce regard-là, et je ne suis pas effectivement dans une position qui consiste à croire que je suis au-dessus de ça. Je pense que je peux avoir aussi, comme n'importe qui, des réflexes racistes et des réflexions racistes, et je crois qu'il est important de travailler pour les déconstruire, et qui que l'on soit, on y est exposé parce que historiquement nos sociétés ont été charpentées par ces idéologies, donc et le rapport entre la France et le continent africain a été structuré malheureusement par cette histoire coloniale esclavagiste. En tout cas, l'histoire récente, je parle de l'histoire récente, qui a une incidence politique qui est aujourd'hui encore visible. Je vous remercie, Rokhaya Diallo. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Je vous souhaite une belle rentrée et du succès dans vos nobles combats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Son de ki wax yi xam ne lii dëgg la
waaye fas jom xam ne dina ñëw la ngay seenu dikkagul tax na ñu ber la loolu lañ ñàkku xamal lu waral dajaloo dina jur baax te bi yoon atte bi du nekk benn soo déggee wax ji xam ne lii dëgg la te bi yoon kenn du la seetaan yoon wi dis na waaye attan nañu ko waaye fas jom xam ne dina ñëw la ngay seenu dikkagul tax na ñu ber la loolu leen ñàkku xamal lu waral Adjo News, Confluence. Merci de toujours écouter Confluence. Il a 46 ans, il est emprisonné depuis quelques mois. Son père a été à la magistrature suprême pendant 10 ans. Son procès s'est ouvert le 31 juillet à Dakar. On lui reproche de s'être, je cite, illicitement enrichi et d'avoir 117 milliards francs CFA de biens frauduleusement acquis. Il nie tout et dénonce une mascarade politicienne visant à bâillonner la menace qu'il représente pour l'exécutif en vue des prochains scrutins. Qu'en est-il réellement? Avant la délibération de la justice sénégalaise, la nôtre ici dans Confluence, la guillotine sur l'échafaud, vous aurez donc compris, Karim Wade. Oui donc, dans le box des accusés aujourd'hui, Karim Wade, le principe, vous le connaissez, c'est simple, un tribunal expéditif pour décapiter ou acquitter une idole. Pas si expéditif finalement que ça, parce qu'il faut donner quelques éléments. Gako, d'abord un premier point. Est-ce que la CREI est compétente pour juger Karim Wade? Alors, il y a dans cette affaire un conflit de compétences entre d'une part la CREI, qui est donc l'organe spécialisé, la cour spécialisée dans l'enrichissement illicite, et d'autre part la haute cour, qui dans notre constitution est la cour qui est supposée juger des faits commis par des ministres durant leur fonction. Alors, le problème a été très vite évacué dans l'affaire Karim Wade, dans la mesure où, lorsque les avocats de Karim Wade ont saisi la Cour suprême de la question de la compétence et pour eux de l'incompétence de la CREI, la Cour suprême a finalement refusé de statuer sur le fond en retenant une irrecevabilité pour un vice de procédure. Donc la question a été très vite écartée et il est assez incroyable à mon avis qu'un
qu'un tel vice de procédure ait pu être commis et ensuite que la Cour ait pu se limiter à ce point-là pour statuer sur une question d'une aussi grande importance. Élément très très important. D'ailleurs, la procédure pose des questions. Quels sont les points annexes sur lesquels on peut revenir, à votre avis? Alors, il y a dans cette procédure plusieurs questions qui interpellent et rendent finalement l'affaire assez incompréhensible pour les profanes. Alors, la première question, c'est celle, par exemple, de la constitution de partie civile de l'État. Ça a fait un très grand débat au Sénégal. Alors, la constitution de partie civile consiste, en fait, pour une victime de faits faisant l'objet d'un procès pénal, à intervenir au procès pour demander réparation de leurs préjudices. En l'espèce, l'État demande finalement un remboursement des fonds détournés par Karim Wade. 117 supposément milliards, je le détournés. rappelle. Effectivement. En ce qui me concerne, il me semble que c'est un débat finalement vain, créé par les avocats de Karim Wade effectivement, dans un intérêt purement, comment dire, pour faire durer la procédure. Oui. Mais la loi de 1981 sur l'enrichissement illicite permet de confisquer les biens de la personne visée si elle est condamnée. Donc finalement, la question de la constitution de partie civile n'a pas lieu d'être. Oui, donc grosso modo, il nous tourne un peu en bourrique. Si je C'est comprends pour bien. faire durer la procédure, RNT l'État et finalement faire révéler la tactique de l'État à travers ces questions de procédure-là. Mais est-ce que c'est technique et efficace? Pour l'instant, le procès dure. Oui. Il y a eu beaucoup de suspensions, il y a eu beaucoup d'incidents d'audience soulevés grâce à ces questions de procédure. Et je crois qu'ils arrivent parfaitement à faire tenir leur tactique initiale. Il y a une autre question sur la procédure, une question de juridiction. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit? Alors, c'est la fameuse question du double degré de juridiction. C'est la question qui a été soulevée dès le début de la procédure par les avocats de Karim Wade et par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. De quoi s'agit-il? Le principe du double degré de juridiction est un principe selon lequel chaque affaire doit pouvoir être jugée en fait et en droit 2 fois. C'est finalement une garantie pour chaque personne de pouvoir faire appel de toute décision qui lui est défavorable. Dans cette procédure, la CREI est l'organe qui statue en dernier ressort sur le fond de la question, ce qui prive Karim Wade d'un droit de pouvoir faire appel et d'avoir un autre organe qui statuerait sur le fond et qui pourrait faire annuler la décision de la CREI. Sur ce point, la loi sénégalaise ne respecte pas les standards internationaux parce qu'effectivement, en matière pénale, le double degré de juridiction fait partie des droits de la défense et du droit d'accès à un juge. Mais est-ce que ce procès est équilibré? Karim Wade, on l'a entendu plusieurs fois dire que c'est une accusation qui l'accable et que les éléments qu'il y a en l'état ne sont pas très très équilibrés et qu'il y a un procès politique. Est-ce qu'il y a un procès politique? Je pense que chacun peut en juger par lui-même. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une certaine volonté de la Cour d'aller très vite sur les questions de procédure, quitte à les écarter parfois de façon très sommaire, sans donner une justification très convaincante en droit. Il y a une volonté en tout cas d'arriver au fond du dossier. Okay. Et le fond du dossier, c'est la clé de l'affaire, parce que c'est là qu'on arrive à la question essentielle. A-t-il volé l'argent ou pas? On va en arriver là, mais est-ce que le droit jusqu'ici a été respecté scrupuleusement? Le droit sénégalais a été respecté. J'ai déjà soulevé quelques réticences sur des points de procédure qui ont déjà été évoqués, mais sur la globalité de l'affaire, on peut dire que oui, le droit sénégalais est respecté tel qu'il est. L'honneur est sauf. Revenons-en maintenant, comme vous l'avez évoqué, au fond du dossier. Et je veux votre intime conviction. C'est très difficile. Est-ce que Karim Wade a volé de l'argent aux contribuables sénégalais? Je pense que nous avons tous une intime conviction selon laquelle, effectivement, Karim Wade, comme plusieurs membres du gouvernement, ou en tout cas plusieurs partenaires de Wade entre 2000 et 2012, s'est enrichi. Et il n'est pas le seul, effectivement. Après, la question, c'est comment montrer cet enrichissement et comment remettre tout ça sur le droit chemin, si on peut dire. Et là, la grande question, c'est la question du renversement de la charge de la preuve. Parce qu'effectivement, lorsqu'une personne est poursuivie, c'est à l'autorité qui poursuit d'établir la culpabilité. Oui. Et Karim est supposé et présumé innocent jusque maintenant.
Et dans cette affaire, on demande à Karim Wade de prouver que les fonds qu'il détient ont une origine licite. Après, ce renversement de la charge de la preuve qui est plutôt inhabituel peut se comprendre dans ce genre d'affaires. C'est de la même manière, dans des affaires de corruption, il est difficile de montrer qu'il y a eu corruption. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a eu échange de biens ou d'avoirs d'une main à une autre. L'intention qui sous-tend cet échange est difficile à établir. Oui. Ici, de la même manière, on peut montrer que le patrimoine de Karim Wade est sans commune mesure avec le patrimoine qu'il aurait pu obtenir licitement pendant ses fonctions. Et effectivement, s'il est innocent, il doit pouvoir prouver assez facilement que l'ensemble de ce patrimoine a été obtenu licitement. Ce n'est pas très compliqué. Oui. Si ce sont des dividendes versés par des sociétés, si ce sont des salaires qui ont été obtenus, Il y a une les fiches traçabilité. effectivement. Donc finalement, je ne pense pas que ce renversement de la charge de la preuve soit totalement illégitime et que le but poursuivi, je pense ici, qui est de protéger les finances publiques sénégalaises, je pense que ce but poursuivi légitime suffisamment que la charge de la preuve a été renversée en l'espèce. Merci Maître Gako pour cet examen très très complet sur des questions très très techniques. Laissons la justice sénégalaise faire son travail et rendre son verdict. Mais avant la justice sénégalaise, on a la nôtre à Confluence. Mbougar, que vous inspirent les développements très 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 techniques de Mamadou Gako? Alors Karim, a-t-il volé de l'argent? Je vous pose la question à vous aussi. Ça, je pense que personne ne le sait pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Et je partage à peu près le même sentiment que beaucoup de gens, que Gako a relevé, c'est qu'on a l'impression que c'est assez disproportionné la fortune qu'on lui prête et entre la fortune qu'on lui prête et les fonctions qu'il a occupées. C'est que il y avait une somme assez exorbitante de 694 milliards Qui a fondu depuis. qui a fondu et qui en est encore à 117, etc. Ce qui est énorme, c'est qu'en 3 ans vraiment de ministère, c'est-à-dire de fonction ministérielle, je ne crois pas qu'on puisse amasser autant d'argent. Maintenant, Karim se dit banquier, consultant, je ne sais pas quoi d'autre. Il a peut-être pu amasser tout ça. Écoutez, ça, c'est à vérifier avec la traçabilité dont tu parlais, etc. Mais est-ce qu'il a volé de l'argent? Je ne saurais le dire. Est-ce qu'il faut le guillotiner? Je ne pense pas. Je pense que pour une fois, je vais d'abord m'aligner sur la justice sénégalaise, attendre qu'elle livre son verdict avant de venir bien lâchement, sans beaucoup de mérite, voilà, poser mon coup de hache ou le retenir, quoi. On verra plus tard. Alors Lenx, on accuse Karim Wade d'avoir utilisé des montages financiers très très sophistiqués, beaucoup de stratagèmes pour être finalement imprenable par les services judiciaires. Que vous inspire cette affaire? Imprenable, je ne sais pas réellement. En fait, je pense même pas qu'il soit imprenable. Ce que ça m'inspire en fait, c'est que justement cette vulnérabilité de Karim Wade l'est au prix de stratagèmes justement de l'État, même si c'est sous couvert de la légalité. Ce qui est dommage en fait, c'est qu'on ne puisse pas peut-être traduire ou prouver la culpabilité de Karim Wade par d'autres procédés que des procédés un peu douteux légalement. Donc moi je pense que Karim Wade, j'espère que Karim Wade est coupable. Tu l'espères? J'espère, parce que ça permet quand même au peuple sénégalais de verser habituellement dans ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire décapiter les rois dès que le règne est passé. Et je pense que c'est un fantasme sénégalais qu'il faut perpétuer, enfin, je pense. Mais peut-on rendre comptable Karim Wade de toute la malversation financière pendant 12 ans qui a régné au Sénégal sous le pouvoir de Maître Abdoulaye? Peut-on avoir un seul coupable? Je pense que c'est ça la vraie question. La vraie question de fond, c'est ça. Et je pense que Karim Wade, moralement, on ne peut pas le rendre responsable de tout ça, mais c'est qu'il dégage une certaine image. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Karim Wade il a fini par dégager pendant ces 12 ans une image qui ne varie pas aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est celle de ce type, sans même parler du fait qu'il ne maîtrise pas le Wolof, etc. Ça, je m'en fiche royalement, mais c'est qu'il a toujours dégagé une forme de mépris, de hauteur toujours, qui fait que
Voilà, on a presque envie qu'il soit coupable. Oui, mais ça, ce sont, Alors que bon, ce sont des appréciations personnelles. Mais Non, c'est ce qu'on nous demande là, c'est bien la guillotine. Mais écoutez, non, des appréciations écoutez, personnelles sur sa personne. mais justement, sur sa personne, c'est son image, c'est-à-dire c'est l'image qu'il dégage personnellement. La justice ne juge pas une image. Mais non, là, je me place du point de vue pas de la justice, voilà, mais du citoyen lambda sénégalais. C'est ça qu'il voit d'abord. Un mot, Gako? Alors, je pense que justement, Mbougar touche un point sensible de cette affaire, parce que en jugeant Karim Wade, on ne juge pas seulement les faits. Voilà. On est en train de juger une personne que beaucoup de Sénégalais ont pendant très longtemps considérée comme n'étant pas des nôtres, et on lui a beaucoup reproché d'ailleurs de ne pas parler Wolof. Et effectivement, on a un des fantasmes sénégalais qui ressort ici sur ce point-là, c'est qu'on est finalement il y a presque une volonté de l'exclure de notre jeu politique, d'abord parce que c'est un fils d'eux, et ensuite parce qu'il n'est pas totalement sénégalais. Oui. Et c'est ce que je trouve assez dommage dans cette affaire, parce que Karim Wade n'est pour le coup sûrement pas le seul fautif dans ces affaires de détournement de fonds. Je pense que des gens comme Idrissa Seck sont passés dans le maille du filet. Je pense que Macky Sall, qui jusqu'en 2008 était dans la mouvance présidentielle, n'est pas totalement neutre dans ces affaires. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être impliquées dans ces affaires et qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que j'ai une certaine gêne lorsqu'il s'agit d'apprécier la légalité de tout cela. Parce que je pense, comme le Lynx le disait, il y a un certain maquillage derrière ça. Ouais. Oui, Ibrahim Lo, donc, alors, que vous inspire alors ce procès de Karim Wade? Mascarade ou procès qui célèbre la justice sénégalaise finalement? Moi, je vais choisir la voie de la prudence de la même manière que Mbougar. Mais par contre, je me pose une question par rapport au jeu politique sénégalais. Parce que nous, depuis les années 90, on a tendance à voir souvent ceux qui sont amenés au procès, ceux qui sont condamnés, passer aux yeux de la société sénégalaise, donner une image de victime. Donc j'ai peur que la société sénégalaise dégage une certaine martyr, dégage une certaine empathie envers Karim Wade, et qu'en fin de compte, cela lui desserve dans la finalité pour les élections de 2017. Oui, mais un avis personnel, Ivoulou, que tu n'as pas donné sur la question. Est-ce que, à ton avis, Karim Wade a pioché dans la besace nationale? Moi, je pense que si aujourd'hui il y a un procès, si aujourd'hui la Cour la CREI décide de lui poursuivre en justice, c'est forcément... moi, personnellement, je pense quand même qu'il a volé quelque chose, et je pense que si le procès existe, c'est parce qu'ils ont enquêté en amont pour pouvoir justifier un certain montant, et et puis derrière aussi, on peut se rendre compte que ce ne sont pas ces diplômes de banquier qui peuvent lui permettre d'amasser autant d'argent. Justement, je pense que justement l'intérêt de ce procès-là est quand même d'offrir à l'outil judiciaire sénégalais les moyens de pouvoir poursuivre l'enrichissement, parce que c'est quand même un procès, c'est une première en fait au Sénégal, et c'est quelque chose en fait qui peut aider la justice sénégalaise à pouvoir poursuivre dans le futur l'enrichissement illicite en fait de ces dirigeants, y compris le gouvernement en exercice. Et pour moi en fait, ce procès-là a au moins ce mérite-là, même si Karim Wade est peut-être déclaré non coupable. Ça servira justement de précédent dans la justice sénégalaise. Parfait, c'est entendu. 50 ans de malversation financière, 50 ans de vol de deniers publics, un seul potentiel coupable pour l'instant. On dit bon courage à la justice sénégalaise. Avant celle-là, nous allons jouer à notre jeu favori, coupeur de tête. Alors, un dernier tour de table très rapide. Gako va commencer par vous. Est-ce qu'on décapite Karim Wade? Alors, malgré toute l'empathie que j'ai pu avoir pour Karim Wade à cause de cette affaire et de la manière dont elle est menée, je pense que je vais quand même décapiter Karim Wade pour l'ensemble de son œuvre, que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal au Sénégal et aux populations sénégalaises. Vous appuyez sur la gâchette, Mbougar? Moi, je n'ai pas la mémoire courte et j'espère que Karim Wade, sous ma hache, n'aura pas le coup très long. Voilà. C'est entendu. Lens? Je le décapiterai pour une seule raison. Le fait qu'il soit fils d'Abdoulaye Wade. En fait, je m'en fous complètement de Karim Wade, qu'il soit décapité ou pas, mais le fait même qu'il puisse arracher un pleur à Abdoulaye Wade me pousse à le décapiter. Vous auriez pu le laisser se faire un prénom, comme on dit?
Alors, Moi, Iboulo, je poursuis dans la même voie que Lynx. Moi, par contre, je vais le décapiter à côté de son père. Oula. Parce que si on en arrive là, je pense que c'est la faute de son père. Je pense que si Karim Wade n'était pas présent dans la vie politique sénégalaise, son père aurait certainement eu un troisième mandat. Donc, du coup, moi, je vais le décapiter. unanimité dans Confluence donc, on tranche le coup de Karim Wade, justice expéditive, justice de barbare, mais justice d'instinct et de l'opinion personnelle. Vous êtes libre et votre verdict est entendu. Merci chers auditeurs d'avoir écouté Confluence, nous revenons très très vite pour encore parler avec pertinence des sujets du monde et les maltraiter avec impertinence entre credo. Bonsoir.